Bonjour à tous, je m'appelle Clément Payette et aujourd'hui je vais vous parler de la deuxième partie de l'association où la bande à Menu, la bande de Jean-Claude Menu. On arrive dans une deuxième partie. Cette fois je vais vous parler plus des collections, les collections très originales de l'association. Alors on va pas parler de toutes les collections, mais on va essayer de parler d'un maximum de collections. On va commencer par une collection qui a démarré à peu près au milieu des années 80, donc avant la naissance de l'association. Je vous rappelle, l'association c'est une maison d'édition d'auteurs indépendants, alternatifs plutôt, qui est née au début des années 90, voilà, avec les sept premiers fondateurs, hein, que sont Jean-Christophe Menu, Lewis Trondheim, David B., Kilofer, Stanislas Barthélemy, je vais en oublier Moquette et Matt Conture. Voilà. Et on va commencer donc au milieu des années 80 déjà. On peut reconnaître ici au menu, pas le menu de Jean-Claude Menu, mais ou si on veut le menu de Jean-Claude Menu avec Matt Conture, qui était déjà au milieu des années 80, Stanislas Barthélemy aussi, et Jean-Christophe Menu, bien sûr, qui déjà s'auto-édité, donc du coup, grâce à l'association. Et puis on peut reconnaître aussi Moquette, ce fameux fondateur qui ne va pas rester très longtemps à l'association. Donc la première collection s'appelle Pattes de mouche. Pourquoi pattes de mouche? Peut-être qu'elle est faite à fait main, donc du coup peut-être c'est pour ça qu'on parle de pattes. Pattes de mouche parce que c'est une collection très petite. On voit ici le format pattes de mouche de Monsieur Martin Tom Dick. Voilà, donc c'est un petit format, un tout petit format. On a même Monsieur Kilofer aussi qui a refait un petit peu ce format pour d'autres projets. Voilà, comme on peut voir ici, donc c'est fait maison, c'est artisanal. Euh, Ici, on voit les relures. Enfin, on voit que les pages un petit peu ont été découpées peut-être un petit peu grossièrement. Euh, voilà, et finalement, c'est peut-être une manière aussi de s'autocritiquer, pourquoi pas, parce qu'on voit ici une sorte de caricature du propre Jean-Claude Menu. Et alors, il se targue d'avoir fait la bande dessinée la plus rapide du monde, hein. Encore une fois aussi très caustique, très humoristique, cette collection, puisqu'on voit une fausse biographie de Monsieur Jean-Michel Thirier. On va retrouver d'ailleurs cet auteur maintenant, qui a édité aussi plusieurs fois pour l'association avec d'autres. Ici, on voit une autre collection, c'est la collection Mimolette, je crois. Euh, Encore une fois, on est toujours dans l'autobiographie, l'autobiographie dessinée. Ici, Monsieur Thierry nous parle des couchettes. En fait, il avait travaillé dans des trains couchettes entre différents pays d'Europe, voilà, dans sa jeunesse. Donc on le voit ici en train de charger tous les coussins. Et voilà, c'est toujours en fait un prétexte pour raconter un petit peu les petits détails du quotidien, au moins dans ce travail assez caustique. Jean-Michel Thierry travaille surtout l'humour, hein. Ici, ce serait peut-être une sorte de autoportrait, une autofiction peut-être, avec son chien. Donc ici, c'est une fugue pour six pattes. Donc les deux pattes du maître et les quatre pattes du chien. Aussi notre collection. Donc voilà, apparemment le chien a été inscrit à Mythic Dog, hein, un site de rencontre pour les animaux. Donc voilà, un peu la même manière que Tintin parle avec Milou au début des aventures de Tintin, là c'est la même chose. Sauf qu'ici, effectivement, le chien ne peut parler directement à son maître. Je vous parlais de l'humour avec Jean-Michel Thirier. On en a déjà parlé sans doute aussi dans une vidéo sur Fluide Glacial, hein, la revue d'humour et bande dessinée. On voit ici d'ailleurs une couverture dessinée par le même Thirier, hein. Sans doute il se représente souvent d'ailleurs en peintre ici. Un autre dessinateur, un autre auteur de bande dessinée, on en a déjà parlé notamment avec Kilofer, puisqu'il a été le professeur apparemment de Kilofer, de Patrice Kilofer, au sein de l'école, la grande école des arts appliqués, des Arapes, dont d'ailleurs une école où a étudié aussi, je crois, Jacques Tardy, David B notamment. Voilà, alors toujours je vous rappelle aussi que les créateurs de l'association, ils vont mettre une sorte de veine, euh, donc on a vu humoristique, mais aussi punk, anarchiste. Donc voilà pourquoi si Monsieur Hugot a pu créer le nouveau catéchisme
voilà, d'une manière un petit peu de critiquer un petit peu ces leçons de religion, voilà, en y ajoutant quelque chose de plus sarcastique, et dans une veine aussi anarchiste, voilà, contre la religion. Toujours, alors tous ces petits formats, vous avez vu, euh, ils ont toujours une sorte de couverture, c'est toujours des petits formats, mais c'était avant exactement la création formelle hein, de la pâte de mouche. On va voir après finalement les couvertures qui sont restées jusqu'à nos jours, ou les couvertures voilà, violettes qu'on peut voir comme de Martin Tom Dick. Hein, vous allez voir, c'est un format après qui est resté le même, on va dire, à partir de la création de l'association. Mais tout ça sont des formats avant l'association en 85. Hein. Le premier menu. Monsieur Yves Gott aussi, c'est le dessinateur on va dire, d'une sorte de sketch, de strip, de bande exactement humoristique, Le Baron Noir, notamment avec l'aide à la plume, on va dire, avec l'aide de René Pétillon. On reparlera de René Pétillon très bientôt. Voilà, alors dans cette histoire, c'est une histoire en fait un petit peu politique. En fait, le peuple peut-être est représenté par les moutons. Et à chaque fois, vous avez le Baron Noir, cette sorte d'aigle, hein, en référence au Baron Rouge, célèbre aviateur de la Première Guerre mondiale, qui à chaque fois, d'une manière un petit peu, on va dire un petit peu par hasard, en fait, va de temps en temps en fait récupérer un mouton. Hein. C'est un petit peu le rôle de cet aigle finalement de récupérer ces moutons, sans doute pour les manger. Et il y a aussi d'autres animaux qui représentent d'autres personnages de la société. Par exemple, les rhinocéros sont des policiers. Et on peut apercevoir d'ailleurs que les policiers ne réagissent pas trop quand ils voient une telle inégalité ou un tel crime se passer devant leurs yeux. Donc voilà, c'est une sorte de critique assez acerbe finalement de la société. C'est une sorte de bande dessinée politique. Sans doute qui a pour référence aussi à La Fontaine, hein, qui représentait les percés contemporains en fait avec des animaux. Voilà, ici on voit le format finalement un petit peu définitif hein, jusqu'à aujourd'hui de la collection Pâte de Mouche. On peut reconnaître par ce code couleur violet, hein, mais le format, vous avez vu, hein, c'est comme cela. Hein. Ça tient dans une main ou dans la pâte. Ça servait aussi finalement pour souhaiter la bonne année, par exemple aux abonnés de l'association. On peut reconnaître ici Stanislas Barthélemy, toujours avec son style très proche de Tintin finalement, de la ligne claire. Hein. Finalement, la pâte de mouche aussi, c'est une manière aussi de faire des sortes d'essais. Hein. C'est-à-dire que ça va donner finalement l'opportunité à tous ces auteurs, dessinateurs, d'expérimenter plein de choses. Par exemple, pourquoi pas mélanger deux personnages de deux auteurs différents dans la même bande dessinée. Et ça donne Galopino. On peut reconnaître Galopu, qu'on a vu la dernière fois, hein, ce petit sorte de super-héros écologique de Matt Conture. Et ici, si vous le reconnaissez, c'est Lapino, hein, le célèbre lapin, qui était un peu le personnage fétiche de Lewis Trondheim. On revoit donc ici, on va reparler un petit peu de Lewis Trondheim, puisqu'il s'est aussi illustré, finalement aussi dans La Pâte de Mouche, hein, puisque c'est un auteur à part entière de l'association jusqu'à aujourd'hui. Hein. Toujours dans un style très minimaliste, Lewis Trondheim. Non, 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 hein, ce petit personnage à chaque fois qui essaie de faire la morale à ses amis, et finalement ça se passe toujours mal, parce qu'ici, finalement, ses amis ne prennent pas en compte les remarques de monsieur non, non, non. Donc on peut reconnaître le style très à la fois naïf mais très efficace de Lewis Trondheim et très humoristique, hein, très caustique, cynique aussi. Voilà, ici vous avez un panaché euh, de plusieurs auteurs donc de l'association. On peut reconnaître Monsieur Trouve, on reparlera sans doute de Monsieur Trouve. Troubs, on voit aussi beaucoup de collections de Richard, c'est un autre personnage, c'est un chat hein, qui est dessiné par Lewis Trondheim. Vous avez vu que Lewis Trondheim s'est beaucoup illustré dans La Pâte de Mouche. Monsieur Malheur aussi, qui nous vient d'Autriche et aussi qui a un humour aussi très sympathique. On en reparlera prochainement de tous ces auteurs. D'autres collections, et je vous parlais d'essais, et voici la collection Éprouvette, donc c'est exactement le tube à essai. Donc effectivement ici c'est plutôt ici une collection d'essais, on va dire plutôt critiques, analytiques sur la bande dessinée. Et un personnage important finalement de la scène on va dire sur les réflexions de la bande dessinée, c'est bien sûr Monsieur Harry Morgan. Alors
Ce n'est pas son vrai nom, hein, c'est un nom plutôt emprunt, je crois, à un acteur américain. Je crois que j'avais déjà parlé de ce monsieur quand j'ai parlé de Lewis Trondheim, effectivement, puisque il a aussi initié Lewis Trondheim et je crois Jean-Christophe Menu. À partir de la fin des années 80, il les a sortis peut-être un peu du monde du fanzine, d'ailleurs en les invitant aussi à venir à ce fameux colloque de Cerisy de 1987 organisé par monsieur Thierry Groensten. Là, je crois que je vais bien le dire, hein, puisque je me suis renseigné cette fois. Et pourquoi je parle de Thierry Groesten? Parce qu'il a invité aussi son ami Harry Morgan à participer au fameux cahier de la bande dessinée. Donc j'imagine que ça vous rappelle un petit peu la marque de fabrique, non pas de bande dessinée, mais des cahiers du cinéma, hein, la fameuse revue de cinéma que j'affectionne tant. Et ici, on peut remarquer aussi que la graphie, hein, est très proche des cahiers du cinéma. En fait, c'est une revue qui a une très grande histoire. Elle a été créée par Jacques Glénat, qui ensuite est passé plutôt dans le monde de l'édition. Juste pour vous parler un tout petit peu de Jacques Glénat, c'est lui aussi, par exemple, qui a édité, un des premiers qui a édité les mangas en France, par exemple, un des premiers qui a édité Akira, ou qui a édité, pour ma part, Dragon Ball, hein, pour ma part, parce que ce qui m'avait intéressé le plus à l'époque, c'était les bandes dessinées de Dragon Ball, de la part de Monsieur Glénat. C'est le premier qu'ils éditaient en France, on va dire, en version française. Ensuite, alors premièrement, ça n'appelait pas les cahiers de la bande dessinée, ça s'est premièrement appelé Schtroumpf, donc finalement comme un hommage un petit peu à la bande dessinée plutôt belge, hein, ou franco-belge comme on veut bien l'appeler. Ensuite, ce monsieur Glénat, qui est vraiment le créateur de cette revue de bande dessinée, on va dire un petit peu à léguer finalement cette revue, enfin de manière éditoriale, hein, à monsieur Thierry Groensten. On reparlera de monsieur Groensten très prochainement, mais c'est un petit peu, on va dire, c'est un peu l'intellectuel de la bande dessinée, mais je ne vais pas le dire de manière péjorative. On va dire qu'il a été justement critiqué parce qu'on lui a reproché un petit peu de faire de cette revue un petit peu les cahiers du cinéma de la bande dessinée, mais moi je crois que c'est très bien. Il a donné finalement un petit peu les lettres de noblesse à la bande dessinée. Ensuite, cette revue, je crois, va être redonnée à d'autres collaborateurs plus proches finalement de Jacques Glénat. Je pense notamment à monsieur Henri Filippini. D'ailleurs, peut-être que je reparlerai d'Henri Filippini, parce que c'est un petit peu la représentation, ce pourquoi lutter finalement monsieur Jean-Christophe Menu. J'en ai pas parlé beaucoup la dernière fois, mais Jean-Christophe Menu critiquait un petit peu les prises de position de monsieur Filippini ou de monsieur Glénat, qui faisait un petit peu finalement de la bande dessinée un peu commerciale. D'ailleurs, je crois, un des prochains qui a repris les cahiers de la bande dessinée, qui s'appelait ensuite les cahiers de la BD. C'est Nouma Sadoul, pardon, un célèbre aussi penseur de la bande dessinée, puisqu'il a fait de grandes interviews célèbres à Hergé et à Moebius. Et aussi, il disait que quand il a repris les cahiers de la bande dessinée, hein, après M. Thierry Groensten, il a dit M. Thierry Groensten, c'est un peu les cahiers du cinéma de la bande dessinée, et moi je vais faire un peu une revue comme première studio, hein, des revues plus, on va dire, plus médiocres, hein, de cinéma, ou plus grand public, selon ses dires. Voilà, et c'est un peu contre quoi lutter un petit peu Jean-Christophe Menu, hein. On va mettre plutôt Jean-Christophe Menu plutôt du côté des cahiers du cinéma de la bande dessinée, puisque je pense que Monsieur Menu, c'est un petit peu le François Truffaut de la bande dessinée. Voilà. Les cahiers de la bande dessinée continuent, enfin, ne s'appellent plus comme ça s'appelle plutôt les cahiers de la BD, et ça continue à être édité, je crois, 12 ans après. 12 ans après les derniers numéros des cahiers de la BD, il y a un autre éditeur qui a repris ce concept, qui a repris le même nom, hein, les cahiers de la BD, et d'ailleurs je vous invite à acheter cette revue, hein, qui ressemble aussi un peu aux cahiers du cinéma de la bande dessinée. Donc voilà. Donc Harry Morgan aussi a participé, a écrit plusieurs articles pour les cahiers de la bande dessinée à l'époque de monsieur Thierry Groensten. Ensuite, Harry Morgan s'est efforcé aussi à faire un petit peu la compilation dans le Petit Critique Illustré. C'est en fait une compilation un petit peu de tout ce qui s'écrit, tout ce qui est analyse de bande dessinée, hein, sur le 9e art, en fait, est répertorié un petit peu dans le Petit Critique Illustré. Il a écrit aussi sur Alain Saint-Augan. Donc Alain Saint-Augan, on va dire, c'est un dessinateur du début du XXe siècle, je crois des années 20, si je ne me trompe pas, années 20 ou 30, qui notamment fait quelques chefs-d'œuvre avec ces deux personnages, Zig et Puce, et un animal qui s'appelle Alfred. Pourquoi je parle de cet animal? Avant, les prix de la bande dessinée Angoulême s'appelaient les Alfred, en hommage à ce petit animal qui accompagnait Zig et Puce.
Voilà. Alain Saint-Augan d'ailleurs était on va dire un des premiers grands auteurs hein, on va dire de la bande dessinée franco-belge. Hein. Zygépus, pardon, au XXIe siècle. Hein. C'est un chef-d'œuvre par exemple de Monsieur Alain Saint-Augan. Donc toujours des livres hommages de la part de Harry Morgan. Notamment, on voit que Harry Morgan finalement s'intéresse un petit peu à toutes les bandes dessinées et surtout d'ailleurs peut-être une des plus importantes au monde actuellement, c'est un peu la bande dessinée des super-héros, les comics américains. Et un auteur finalement des auteurs et alors à la fois auteur puisqu'on va prendre un peu le point de vue des cahiers du cinéma ou de la nouvelle vague. On va dire que les auteurs de bande dessinée, ce pas ceux qui écrivent les scénarios de bande dessinée, mais sinon plutôt ceux qui dessinent. On va prendre le concept un petit peu de Monsieur Astruc. Hein. Ils dessinent, finalement, ils écrivent avec leur crayon. Hein. Donc, d'ailleurs, Monsieur Harry Morgan et Monsieur Hirst considèrent Jack Kirby comme un auteur, c'est-à-dire comme un dessinateur, c'est-à-dire le dessinateur qui considère comme un auteur, plus que finalement que le scénariste. Voilà, Jack Kirby sera selon le premier auteur, ou quasi l'unique auteur du comics américain, hein, dans les Apocalypses de Jack Kirby. Un autre essayiste, un autre penseur critique aussi au cahier du cinéma justement, puisqu'on en parle, Pacom Thielman, qui a fait d'ailleurs son essai sur Mad Conture. La puissance et l'attention, avec des chapitres finalement assez intellectuels peut-être. Voilà Monsieur Thielman, auteur portrait aussi, à son portrait du moins, on reconnaît ici je crois la Black Lodge, ou la White Lodge, alors je ne sais plus exactement c'est laquelle, mais en tout cas c'est une sorte de monde onirique fameux de Twin Peaks, puisque Monsieur Pacom Thielman a écrit beaucoup sur Twin Peaks et sur l'œuvre aussi de David Lynch, notamment avec 3 essais ici, chez PUF. Autre collection, donc on a déjà fait 2, hein, Pattes de mouche, Éprouvette, Éperleuette, une des premières collections aussi. On peut reconnaître ici pourquoi je vous remonte, j'avais peut-être déjà montré cette couverture, mais on avait déjà parlé de Moins d'un quart de seconde pour vivre de Trondheim Menu. Je ne vais peut-être pas vous rappeler exactement le concept, en tout cas on voit ici un dessin de Jean-Christophe Menu qui a été repris beaucoup de fois dans cette bande dessinée, puisque le principe c'est reprendre les mêmes dessins pour parler d'une histoire différente finalement, pour raconter quelque chose de différent, même si c'est avec le même dessin. C'est un principe houbapien de l'ouvroir de potentialité de la bande dessinée. Ici, je vous montre surtout cette couverture puisqu'il y a le E de Éperleuette, hein, toujours un sens aigu de la graphie dans l'association. Dans la collection Éperleuette, un autre chef-d'œuvre, on en a parlé déjà, de M. David B, L'Ascension du Haut-Mal. Donc le Haut-Mal, c'est la maladie du frère de M. David B, qui a été édité premièrement en 6 volumes, et je crois qu'il y a aussi un volume, un intégral, hein, qui a été fait sur cette œuvre. Un autre grand auteur très important de l'association, une météorite, un météore, je ne sais pas, une comète, comment vous préférez l'appeler, puisque c'est un auteur finalement qui n'a pas exercé beaucoup, hein, qui est mort finalement assez jeune. Il s'appelle Aristophane, qui a été édité d'ailleurs par une œuvre phare. Son œuvre phare s'appelle le Conte démoniaque. Et justement, on parle finalement des démons, hein, pas du démon, mais des démons, puisque en fait, je pense, dans la mythologie, finalement, il y a plusieurs démons, hein, on peut en rencontrer ici. Donc voilà une œuvre assez dure, qui fait peur au moins, avec des personnages des démons plutôt, assez surréalistes. Hein. Par exemple, ce personnage avec des amphores à la place de la tête, hein, une sorte d'image surréaliste assez marquante, assez intéressante. Un chef-d'œuvre, hein, le Conte démoniaque. Voici Monsieur Aristophane. Ensuite, peut-être dans une veine un peu plus autobiographique, il nous parle des sœurs abîmes. Vraiment, ce sont des sœurs qui se chamaillent, je crois, ici en Guadeloupe. Et notamment aussi qui attirent la curiosité un petit peu de ces jeunes hommes. Alors peut-être il y a parmi eux, peut-être il y a Aristophane parmi eux. En tout cas, une sorte d'observation de la jeunesse, peut-être pourquoi pas, peut-être une référence, alors j'imagine, ou pourquoi pas peut-être Mademoiselle Coppola s'est inspirée de ces sœurs abîmes, puisqu'on voit aussi un petit peu l'attraction un petit peu de la jeunesse et avec finalement ses qualités et ses défauts dans cette histoire des sœurs abîmes. Et toujours avec un trait très très particulier, Monsieur Aristophane. On va parler aussi dans cette collection Éperleuette, notamment est édité une personne que vous connaissez sans doute dans le monde du cinéma, mais pas forcément la bande dessinée. Monsieur Marc Caro ici avec Contra
Pontic, donc en fait c'est une sorte de manière de parler de contrepoint, mais de manière punk. Je vous rappelle que l'association finalement a toujours un petit côté punk, contre finalement un petit peu contre les hiérarchies, contre les modèles établis, contre les bandes dessinées établies, du format établi, du format de 48 pages de Tintin, Astérix ou Lucky Luke. Voilà, donc toujours un côté expressionniste, post-apocalyptique chez Marc Caro, on va voir pourquoi, donc qui a inspiré aussi Matt Consur. Voilà, c'est un portrait, c'est portrait ou autoportrait, je sais pas, mais c'est comique de Monsieur Caro. Il a démarré dans la revue Métal Hurlant, qui finalement aussi une revue finalement, on va dire, qui est renée de ses cendres dernièrement d'ailleurs, mais justement qui avait une sorte de politique plutôt punk, rock et punk, puisque elle se disait, enfin du moins Monsieur Dionnet se dit contre, essaye finalement d'édifier cette revue un petit peu contre, on va dire, les tenants on va dire, de la culture classique apparemment actuelle. Par exemple, il va beaucoup critiquer, je sais pas, la surreprésentation de Marcel Proust, par exemple. Alors, je ne sais pas si c'est une position très punk de critiquer Marcel Proust, mais en tout cas, Monsieur Dionnet et Monsieur Druillet, apparemment, n'aiment pas la littérature classique. Et notamment, il critique aussi les positions qu'auraient pris aussi, par exemple, les Cahiers du cinéma ou la Nouvelle Vague dans le cinéma. Donc, personnellement, c'est un petit peu une déception de ces points de vue punk de la part de Monsieur Dionnet ou Monsieur Druillet au sein de Métal Hurlant. Mais voilà, c'est une des premières revues punk les plus célèbres en France, qui éditait d'ailleurs Monsieur Caro. Je crois qu'on peut voir son nom par ici à droite. Donc l'esthétique, alors qu'est-ce que serait l'esthétique punk, ou plutôt, on va dire ici post-apocalyptique de la part de Monsieur Caro. Donc voilà, c'est par exemple le bunker de la dernière rafale, qui était à la fois, alors je crois que ça devait être premièrement un court-métrage co-réalisé, je crois, par Monsieur Caro et Jean-Pierre Jeunet, sans doute un nom qui vous dit quelque chose, notamment avec son travail sur Amélie Poulain. Donc dans le bunker de la dernière rafale, on a peur puisqu'il y a une sorte de bombe qui va bientôt exploser au sein du bunker. Donc on est dans un monde post-apocalyptique, tout le monde se cache et finalement c'est un peu du chacun pour soi. On peut reconnaître ici, je crois, Marc Caro, justement, en tant qu'acteur ou figurant dans ce film, et notamment aussi Jean-Pierre Jeunet, à la gauche, à gauche. Donc ensuite, il y a une association très fructueuse et très reconnaissante, ou reconnaissable plutôt, de côté avec Monsieur Jean-Pierre Jeunet et Caro. D'ailleurs, ils filmaient leur film Jeunet et Caro, les célèbres Délicatessen, qui parlent justement de sortes de bouchers assassins au sein d'un immeuble. On est toujours dans un monde post-apocalyptique, puisqu'il existe des gens dans cette histoire, des gens qui vivent dans les égouts. On peut reconnaître d'ailleurs Dominique Pinon, qui était l'acteur fétiche de Jean-Pierre Jeunet, qu'on retrouve aussi dans La Cité des Enfants Perdus. Donc ici, alors plutôt là, on est plutôt dans un monde qu'on appelle, je crois, steampunk, c'est-à-dire qu'est-ce qui se serait passé si l'industrialisation finalement était restée à l'âge de la vapeur. Comment vivrait-on finalement dans le futur avec une société qui serait à l'âge de la vapeur? C'est La Cité des Enfants Perdus, donc avec des personnages très, très reconnaissables, très expressifs, expressionnistes. Daniel et Milford, par exemple, qu'on avait déjà vu par exemple chez Fellini. Voilà, toujours avec des personnages de nains, par exemple. Marc Caro va continuer dans le monde audiovisuel, finalement tout seul, notamment en signant par exemple des documentaires ici, par exemple, sur l'influence qu'a eu Astro Boy dans le monde des robots au Japon, notamment. On reparlera, j'espère qu'on reparlera très bientôt d'Astro Boy, notamment, et aussi de son maître, Monsieur Tezuka. La collection est Perlehette, a été aussi une manière finalement de s'ouvrir au monde ou d'organiser un petit peu des voyages artistiques, notamment dans plusieurs points du monde, sur plusieurs continents. Donc je crois que c'était fait sur 3 continents. Du moins, j'ai seulement gardé la trace de 3 continents, notamment avec l'association en Égypte. Donc l'association en Égypte, on peut reconnaître des noms dont on a déjà parlé, David B.,
Jean-Christophe Menu. Et Baudouin aussi, alors c'est un nom très important au sein de l'association, on prendra le temps aussi de parler beaucoup de Monsieur Baudouin, d'ailleurs qui a eu récemment, très récemment, une grande exposition à Angoulême sur, de toute sa carrière. Et c'est une manière aussi de vous parler de Monsieur Golo, justement, qui vit sur les bords du Nil, qui vit au Caire, pardon, notamment. On reconnaît ici donc du coup les fameux monuments d'Égypte. Voici Monsieur Golo qui vit justement au Caire en Égypte, mais ça ne l'empêche pas de continuer un peu son œuvre francophone. Et d'ailleurs, il l'a fait, je crois, il a organisé justement des ateliers, des ateliers d'artistes, des résidences, on appelle ça, en Égypte. Un peu un expatrié de la bande dessinée franco-belge. Justement, il va parler beaucoup finalement un petit peu de sortes de personnages un peu exilés ou qui ont une identité finalement sur la planète un petit peu trouble. Je vais vous parler par exemple de Bruno Traven, qui a, je crois, fini sa vie au Mexique, mais on n'a jamais su, on n'a jamais trop su s'il était plutôt américain ou plutôt allemand, puisque je crois qu'il écrivait dans les deux langues, et je crois qu'il a écrit aussi en espagnol. Donc justement, c'est le portrait d'un homme célèbre qui va être le sujet d'une bande dessinée de Monsieur Golo. Voilà, des travails assez intéressants, notamment quand Bruno Traven nous parle un peu de son voyage de l'Atlantique, on va dire. Alors, je sais plus si il revenait d'Allemagne, ou je sais plus s'il revenait d'Allemagne ou de Grande-Bretagne, mais je crois, premièrement aux États-Unis, après au Mexique. Mais finalement, comme je crois qu'il n'avait pas l'argent finalement pour payer son voyage, il travaillait un peu dans une soute de bateau. Et je crois qu'il faisait un travail très dur, assez horrible finalement, dans une sorte de. Il devait mettre, je crois, du charbon dans une machine, et c'était un travail, c'était un peu proche de l'enfer finalement ce travail. Et très bien représenté, de manière très graphique ici. Mais alors je crois que dans cette plan, je crois qu'il intègre, Golo va nous intégrer après plus de textes ou de dialogue. Ici, une planche aussi, enfin un extrait de planche, pardon, qui pourrait être un peu comme un essai. On a l'impression que c'est juste de l'aquarelle, il n'y a même pas de dessin ici. Et ça montre un petit peu peut-être la fascination de Bruno Traven pour cette fameuse forêt tropicale, ce qu'on appelle ici en espagnol, au Mexique, la selva lacandona. Voilà, il survole et je crois justement à la fin de sa vie, on a déversé les cendres de cet auteur finalement qui n'avait un peu apatride, qui n'avait pas de patrie réellement, à part peut-être la patrie des Indiens de la selva lacandona, des Lacandones. Voilà, on a jeté donc ces cendres au-dessus de cette forêt tropicale Lacandon, dans le Chiapas, région. Du Mexique, on revient au Mexique justement, donc on a fait déjà un continent, l'Afrique. On arrive ici au Mexique. On pourrait mettre en relation peut-être les trois pays de l'association, O ou A ou O ou AN. Mexique, tout à l'heure on verra l'Inde, l'Égypte, c'est aussi des pays aussi à la fois immenses aussi, mais à la fois très peuplés. C'est peut-être le point commun qui a attiré un petit peu les auteurs. On va découvrir d'autres auteurs, Monsieur Vanoli, Monsieur Goblet, Monsieur Suri. Alors, personnellement, on parlera un petit peu de Monsieur Vanoli, mais les autres auteurs, je ne les connais pas du tout. Mais ici, ça va être un petit prétexte finalement pour vous parler de Monsieur Thomas Hott. Ici, je crois qu'il a fait un travail extraordinaire, assez intéressant, très graphique. Finalement, on arrive avec des gouttes. On a l'impression qu'on a des taches d'encre, pardon, qui vont former une sorte de personnage, un petit peu le Mexicain typique, ou peut-être cliché, mais ici je trouve que c'est très esthétique, enfin c'est très joli finalement pour parler de cliché finalement. Finalement, avec ces taches d'encre vont donc se réunir pour former ce qu'on appelle le sombrero, ce fameux chapeau mexicain, pour former un petit peu ce qu'on pourrait appeler peut-être un charro, c'est une sorte de cow-boy mexicain, ici, au milieu des tombes. Très graphique, très sympa, représentatif du Mexique. Le portrait de Thomas Hott, alors je crois aussi qu'il a un surnom T-O-T, Tot, et je crois que justement c'est la mort en allemand. Et du coup, alors c'est un artiste suisse, pour que vous puissiez voir que les artistes de l'association sont parfois internationaux. Cet artiste est suisse alémanique, finalement édité aussi à l'association. Ici on reconnaît notamment une édition de Pattes de mouche avec la bête à 5 doigts. Alors c'est un des seuls qui utilise cette technique. Alors je crois qu'il y a un autre scandinave aussi qui utilise Matti Hagelberg, mais je suis pas sûr, qui utilise aussi cette technique. Ça s'appelle la carte à gratter. C'est-à-dire que vous avez une sorte de carte qui est peinte tout en noir, et ensuite il va gratter. Alors j'imagine avec
pas, c'est un couteau, une sorte d'appareil pointu, où il va finalement dessiner, il va retirer le noir et pour refaire remarquer pardon, le blanc, hein, pour refaire se retirer le feuille blanc, la couleur blanche pardon, des feuilles. Donc c'est un des seuls qui utilise cette technique et on pourrait dire presque que c'est une technique quasi cinématographique, puisqu'on a l'impression que ce sont ou photographique plutôt, puisqu'on a vraiment l'impression de photo, l'impression d'un film à chaque fois. Ici, dans la bête à 5 doigts, finalement, c'est une manière aussi avec un point de vue très radical où il va un petit peu comme pourrait faire Robert Bresson par exemple au cinéma. L'idée c'est un petit peu de juste dessiner les mains, ou représenter les mains, ou filmer les mains chez Bresson, qui parlait je crois d'un empire des mains d'ailleurs, pour raconter une histoire. Et là je crois que c'est l'histoire d'un condamné à mort justement. Toujours un style en fait un petit peu, je sais pas si on peut dire, très photographique, esthétique. Donc le clown, je crois aussi une autre histoire, je crois qu'il s'appelle Rip. On reconnaît ici un petit peu le travail sur les mains, hein, une sorte de conter une histoire seulement un petit peu avec des détails, comme un cinéaste ou comme un Alfred Hitchcock finalement, il est en train de nous raconter une histoire un petit peu seulement avec des détails, hein, un Alfred Hitchcock ou un Robert Bresson. Et ici ça donne vraiment un aspect cinématographique, pourquoi finalement pour le cadre, hein, on dirait, c'est très panoramique, hein, un petit peu comme un écran de cinéma hein, des années 50 du coup. Je vous parlais voilà, de plusieurs grands pays surpeuplés, parfois comme l'Inde. On reconnaît Monsieur Thiriet, hein, dont on vient de parler. Monsieur Peters aussi, un auteur intéressant. Ici, vous avez, je crois, une bande dessinée de Monsieur Peters. Tukianen, Hagelberg, alors je crois que ce sont des Scandinaves ou Tukianen, ça sonne finlandais. On parlera aussi hein, sans doute bientôt d'une sorte de cette nouvelle vague scandinave qui a émergé un petit peu grâce à l'association. Ici, ça va être un prétexte pas pour vous reparler de Monsieur Thierry, mais plutôt vous parler de Monsieur Delisle. Delisle, c'est un grand nom, très grand nom de la bande dessinée francophone, pas la belge, pas la suisse, ni la française, mais la québécoise. Hein. Ici, on a une sorte de petit extrait donc, de ce qu'a fait Monsieur Delisle pour l'association en Inde. On peut le reconnaître, hein, puisque lui aussi, c'est un grand nom hein, de l'autobiographie dessinée, la bande dessinée autobiographique. Un style très humoristique. Donc là, on voit encore un petit autoportrait. Il a commencé, ce monsieur, un parcours très atypique, puisqu'il a commencé plutôt dans le cinéma d'animation. Il a aidé pour des séries très fameuses que j'ai vues moi personnellement quand j'étais petit, Les Animaux du bois de Katsu, ces animaux qui doivent s'associer, alors même les carnivores et les herbivores qui s'associent pour finalement découvrir, se rendre dans une autre bois ou une autre forêt pour vivre tranquillement leur vie d'animaux, hein, à cause de la déforestation un petit peu des hommes. Donc il était devait être assistant, je crois, d'animation. En tout cas, toute une partie de sa vie, il l'a passé dans l'animation. Il a fait d'ailleurs, en faisant un petit peu lien avec les animaux, il a fait un de ses premiers courts-métrages, ou quasiment un des seuls, qui s'appelle Trois petits chats. Je vous le conseille vivement, vous pouvez le trouver facilement sur YouTube ou sur toutes les plateformes streaming. Trois petits chats qui reprend un peu le principe de trois petits chats, chapeau de paille, trois petits chats, chapeau de paille, hein, une sorte de phrases qui s'emboîtent les unes les autres, hein, de la fameuse chanson Marabout, notamment. Ici, on peut reconnaître un petit peu, je pense, hein, le trait hein, de Monsieur Guy Delisle pour un court-métrage aussi qui était très primé d'un autre auteur finalement d'animation assez célèbre qui s'appelle Michael Dudok de Witt, néerlandais, celui-ci, qui a fait Le Moine et le Poisson. Donc c'est l'histoire justement d'un moine qui essaye de juste d'attraper un poisson, une histoire très minimaliste, très caustique aussi. Je pense qu'on peut reconnaître un petit peu la patte hein, ici de Guy Delisle sur cette œuvre d'animation, bien qu'il n'ait été que, je pense, assistant hein, sur cette œuvre. En tout cas, on peut reconnaître un petit peu voilà, son travail assez caustique. Ici, c'est une série, je ne sais plus, c'est Alain ou Aline et les autres, hein, ou une sorte de personnages comme des petits rois, à chaque fois qu'il leur arrive des accidents, et de fil en aiguille, un petit peu comme une histoire de trois petits chats finalement, ça finit toujours mal. Hein. Donc voilà, un peu la naissance hein, du style à la fois caustique, minimaliste de Monsieur Delisle. Ensuite, voilà, les œuvres les plus représentatives de Monsieur Delisle, toujours autographies dessinées. Avec son travail dans l'animation, finalement, ça lui a permis de voyager, finalement, pour donner un petit peu presque des leçons
j'allais dire outre-Rhin, mais plutôt de l'autre côté du globe, plus précisément en Orient, notamment ici en Chine, en Shenzhen. Donc toujours son travail orthographique aussi, c'est une sorte de manière un petit peu finalement critique vis-à-vis de tous ces pays qui l'accueillent. Ici, il se rend compte que tous les Chinois finalement sont très souriants, les ascenseurs. Ce travail finalement il va l'amplifier et finalement il va créer une sorte de brûlot un petit peu contre le régime de Pyongyang. Donc, encore une fois, ça parle de voyages qu'il a fait quand il travaille dans l'animation, puisque en Corée du Nord, je crois qu'il existe une main-d'œuvre en fait très bon marché pour les studios d'animation, notamment les studios d'animation français. Donc je crois qu'il a travaillé notamment sur Corto Maltese, un film d'animation d'ailleurs très, très sympa, très intéressant, sur Corto Maltese. Ici, on voit notamment il peine à passer la frontière nord-coréenne, puisqu'il a dans son livre, il a dans ses valises, pardon, le livre 1984, donc il pourrait être une sorte de livre très contre finalement les régimes totalitaires, mais apparemment le garde n'a pas l'air de faire trop attention à ça. Voilà, je vous disais que Pyongyang c'est vraiment un brûlot. Il critique finalement à peine à la moitié de Pyongyang, même si c'est autobiographique, il montre un peu tous les défauts que comporte ce régime autoritaire de Pyongyang. C'est même un livre Pyongyang qui allait être adapté au cinéma, je crois par des Américains, mais il y a eu notamment des incidents avec des personnes qui ont voulu faire des documentaires, je crois, sur la Corée du Nord, et d'ailleurs des réalisateurs, je crois, sont morts pour avoir voulu faire leur documentaire. Donc à cause de ces événements, on va dire, Pyongyang, le film ne va jamais voir le jour, malheureusement. D'ailleurs, Monsieur Guy Delisle a finalement un peu mis de l'eau dans son vin dans ses chroniques birmanes. Cette fois, il accompagne sa femme de Médecins sans frontières. On reparlera peut-être de Médecins sans frontières aussi avec d'autres auteurs, d'autres BDastes qui ont parlé, qui ont eu finalement une relation avec les Médecins sans frontières. On reparlera de Médecins sans frontières, mais en tout cas, Guy Delisle suit sa femme dans des missions de Médecins sans frontières, notamment en Birmanie et notamment ici avec la présence de son bébé. Ça va être quelque chose de très important, vous allez voir, vous verrez par la suite pour Monsieur Guy Delisle. Et ici il y a de l'eau dans son vin parce que autant il critique un petit peu, donc là on le voit on voit que c'est difficile de voyager avec un enfant puisqu'il a le triple des voyages de valise que ses parents, mais parfois il pleure et c'est embêtant. Il met de l'eau dans son vin dans les chroniques birmanes, puisque autant il va ici un petit peu critiquer ce régime finalement militaire de Birmanie ou de Myanmar, mais après il va y voir un petit peu le bon côté des choses et aussi un petit peu voir le petit côté plutôt spirituel aussi de ces pays bouddhistes. Notamment, il y a un célèbre passage vers la fin plutôt de son œuvre où il est en train de méditer dans un endroit de méditation finalement bouddhiste en Birmanie et ça a l'air très spirituel, très intéressant. En tout cas, voilà, il découvre d'autres points intéressants de ces cultures à partir de Chroniques birmanes. Chronique de Jérusalem, encore une fois, il suit sa femme de médecin qui travaille pour Médecins sans frontières dans des pays en conflit, notamment Israël. Et voilà, et toujours encore une fois, finalement, il va noter un petit peu les scènes cocasses de ces villes ou ces pays, là, notamment c'est plutôt la ville de Jérusalem, où il voit que par exemple quelqu'un peut se balader avec un pistolet au milieu de la foule et ça ne crée pas ça ne crée aucun problème, ça ne crée pas de scène de panique peut-être comme il pourrait se passer plutôt dans des pays plus occidentaux. En parlant de conflit, un des dessinateurs qui a le plus peut-être parlé de conflit, on va parler de Monsieur Tardy, qui a été édité aussi au sein de l'association, avec notamment Varlo Soldat. Alors je crois que l'idée ici, je crois que c'était une autoproduction de Monsieur Menu, une des seules, je crois qu'il a fait, JC éditeur, je crois, au sein de l'association, qui a donné naissance justement à Varlo Soldat de Jacques Tardy. Donc Jacques Tardy, je ne vais pas répéter, j'ai déjà fait une vidéo sur Jacques Tardy qui parle beaucoup de la guerre, qui nous montre souvent les atrocités de la guerre, notamment surtout de la Première Guerre mondiale, pour nous faire un petit peu réfléchir. Mais la collaboration n'a pas trop duré. D'ailleurs, je pense que Jacques Tardy peut-être fait plus partie finalement des classiques de la bande dessinée. Pourquoi pas au même titre que Tintin, parce que je trouve que on va dire le style finalement de Jacques Tardy peut être assez proche d'Hergé. Et il a édité le plus souvent finalement avec des formats de 48 pages, les fameux albums. Donc finalement c'est un petit peu une anomalie que Jacques Tardy soit au sein de l'association qui était vraiment un renouveau de la bande dessinée, vraiment la nouvelle vague de la bande dessinée. Donc c'est pour ça que Jacques Tardy n'a pas été trop édité finalement au sein
au sein de l'association. Mais l'association, finalement, un petit peu dans la ligne directrice notamment de Futuropolis, à chaque fois édite aussi finalement certains classiques, ou peut-être des classiques dont on n'a pas assez entendu parler, peut-être à notre époque. Notamment, je pense à GB. Hein, d'ailleurs, cette collection Éperluette a continué à éditer, par exemple, l'an 1, cette fameux an 1, fameux classique de GB, une sorte de critique de la société. On est après 1968, je crois, dans les années, début des années 70. C'est un peu les graines qu'a semé mai 68, finalement, vont être rendues finalement sous forme de BD. Le principe de l'an 1, finalement, c'est on arrête tout. Hein, et on recommence de manière différente, forcément. Ici, une manière de faire la révolution dans cette bande dessinée, notamment, c'est comment faire la révolution, c'est seulement en faisant un pas de côté. C'est-à-dire, c'est ce que dit l'homme à sa femme, hein, je fais la révolution parce que je fais un pas de côté. Au lieu de regarder par la fenêtre, ben, je vais regarder le mur. Ces idées révolutionnaires, entre guillemets, finalement, vont être prises hein, quasi telles quelles dans le film aussi, qui a été réalisé par Jacques Doyon, mais aussi, je crois, par Alain Resnais, Jean Rouch notamment. Donc on peut voir d'ailleurs tout un panel hein, des acteurs, quasiment des meilleurs acteurs des années 90. Et il y a la même idée de révolution dans le film, puisqu'ils disent on va prendre la même idée, on va faire un pas de côté. Au lieu de rentrer chez nous, dans notre appartement, on va faire un pas de côté. Donc on va sonner chez le voisin. Donc il va se passer quelque chose de totalement différent. Donc voilà, si vous n'aviez pas compris ce type de révolution, finalement, dans l'un, voilà, c'est ce petit détail révolutionnaire que propose l'an 1 de GB. On a édité l'âge du fer pardon, de GB. Donc là, il n'y a pas beaucoup de choses à expliquer. Hein. Apparemment, on va retourner à l'âge de fer pour GB, mais pas l'âge de fer préhistorique, mais plutôt l'âge de fer où tout est en fer, où tout est sûr, entre guillemets. Et là, par exemple, si on va pêcher, ben, on va demander à, je ne sais pas, une sorte de ferrailleur de nous préparer le poisson. Autre conte post-apocalyptique. Alors je sais pas si on est vraiment dans la veine de Métal Hurlant, mais en tout cas on est avant Métal Hurlant, chez GB avec la lettre survivant. Ce facteur, on a l'impression que c'est le facteur de Tchernobyl, va donner des lettres donc, aux personnes qui, encore une fois, sont sous terre, après l'apocalypse, après la bombe nucléaire. Et finalement on se rend compte que dans ce monde post-apocalyptique, finalement, c'est comme avant. Hein. On a l'impression d'ailleurs aussi que ça peut être le monde du Covid, hein, quand on était confinés tous. Ici, on se rend compte que, confiné ou pas confiné, finalement, on reste toujours dans notre petite vie, dans notre petit cadre de vie. Voilà, en famille, seulement il n'y a plus le chien, apparemment. Monsieur GB, ici, on peut le voir un peu de manière caricaturale, puisque c'était un personnage, notamment qui a été mis au cinéma, je crois, qui a été interprété, je crois, par Jean Rochefort au cinéma. Je pense à un film qui s'appelle de Patrice Lecomte, je crois, un ancien dessinateur de bande dessinée, Monsieur Patrice Lecomte, qui avait adapté cette histoire de Monsieur Gottlieb qui s'appelle Les WC, était fermé de l'intérieur. Donc ici, en fait, à l'époque, Monsieur Gottlieb s'inspirait de son ami GB et s'inspirait de lui-même, non, pour faire l'assistant un petit peu du commissaire. En fait, Monsieur GB voilà, faisait partie à la fois de Harakiri, l'ancêtre de Charlie Hebdo, et ensuite Charlie Hebdo. Hein. Ici, on peut remarquer d'ailleurs un peu la transition. Avant que Harakiri devienne Charlie Hebdo, il y a eu aussi l'Hebdo Harakiri. Et on peut voir ici une petite blague, une caricature de GB, finalement, qui relativisait quand il disait par exemple que le gouvernement demandait que les jupes soient plus longues. Ben, pourquoi pas justement, si on les rabaisse, peut-être qu'on pourra avoir la culotte des filles. Donc, voilà, ce point de vue un petit peu caustique, très finalement Charlie Hebdo, ça fait partie justement des caricatures, par exemple, de GB. C'est la lignée, il est dans la lignée de ces journaux. Autre chose encore qui a été édité chez Éperluette, à la collection Éperluette, on pense notamment à Jean-Claude Forest. Jean-Claude Forest, ici une œuvre méconnue de Jean-Claude Forest, mais peut-être que vous aurez reconnu un des personnages favoris, le plus connu de Jean-Claude Forest, c'est bien sûr Barbarella, qu'on redécouvre dans Mystérieuse matin, midi et soir. C'est un titre mystérieux d'ailleurs, ou très poétique, mais en tout cas c'est aussi une adaptation de L'île mystérieuse de Jules Verne.
Donc voilà, je vous parlais de Barbarella. Elle va jouer un petit peu. Alors, l'île mystérieuse, c'est une œuvre de Jules Verne finalement où finalement on va se réunir un petit peu d'autres héros, euh, des enfants du capitaine Grant par exemple, ou le fameux Nemo, ici interprété par Barbarella, de 20 milieux sous les mers, qui vont se rencontrer dans une île. Donc voilà, une île avec plusieurs finalement. Plusieurs personnes sur des bateaux vont se rencontrer finalement sur cette île, et voilà, et ça va donner un petit peu des histoires mystérieuses, donc qui a influencé Jean-Claude Forest. Jean-Claude Forest a commencé la bande dessinée en reprenant un petit peu des séries, notamment cette fameuse série de Charlot, des histoires de Charlie Chaplin en bande dessinée. Ici, on peut déjà reconnaître un petit peu le style de Monsieur Forest. On voit par exemple cette arrivée de Charlot un petit peu dans une sorte de fête foraine, mais justement, au lieu que ce soit Charlot un petit peu ici le personnage principal, qui nous donne un petit peu, qui fixe notre attention, ici finalement de manière un petit peu inédite, Monsieur Forest a mis au premier plan finalement le décor, le décor de cette fête foraine. Donc il y a une sorte vraiment il y a une mise en scène là, qui se passe, ou une mise en case si vous préférez, qui se passe avec Monsieur Forest. Donc finalement peut-être des, des références cinématographiques, je sais pas, on dirait une sorte d'effet de décor, d'effet esthétique, un effet de cadre un petit peu à la Orson Welles, on dirait presque sur la dernière case, sorte d'exagération, ou plutôt un effet expressionniste, d'exagération des décors. Ici, c'est pas logique, non, que ce mât de cocagne soit vers nous, non, il y a une sorte de, je sais pas, une sorte de fausse perspective tronquée, non, pour donner un côté du monde très expressionniste. Barbarella, la fameuse, qui a été chantée aussi par Serge Gainsbourg. Donc voilà, juste reprenez cette planche. Ouais, tout le côté assez esthétique finalement, sans trop de dialogue, on va dire ici. Alors une sorte de chute de Barbarella, mais tout en voilà, une sorte de courbe, de drapé. C'est un travail purement esthétique ici de la part de Monsieur Forest dans les aventures de Barbarella. Donc il y avait un petit côté érotique à l'époque, on va dire une des premières bandes dessinées érotiques françaises, mais il y avait surtout aussi une esthétique très travaillée, très reconnaissante de cet auteur, Monsieur Forest. Donc finalement, pourtant, par tant de popularité, Barbarella va être adapté au cinéma. Je crois que d'ailleurs Monsieur Forest a participé un petit peu à cette adaptation. Alors Roger Vadim, qui avait commencé notamment avec Et Dieu créa la femme, avec Brigitte Bardot, finalement là avait une autre égérie finalement dans son épouse. Enfin, on va dire que c'est un peu un cinéaste, un peu un grand Casanova du cinéma qui est sorti à la fois euh, avec Brigitte Bardot, mais aussi avec Jane Fonda, d'ailleurs qui interprète Barbarella. Donc une adaptation assez kitsch, pas forcément très réussie. D'ailleurs d'un producteur aussi, je crois Monsieur De Laurentiis, qui avait aussi l'idée d'adapter plusieurs grands noms de la bande dessinée au cinéma. Alors on parle de Barbarella, il y aura aussi Diabolique chez les Italiens, et je crois qu'il y a encore un autre nom si je ne m'abuse, une grande adaptation au cinéma de la bande dessinée. C'est un peu les délires ou les désirs de Monsieur De Laurentiis. Autre création assez cocasse personnelle de Monsieur Forest, on va parler ici de Marie Mathématique. Alors je crois que à l'origine, le dessin de Marie Mathématique, c'est un peu le pendant brun de Barbarella aussi. Je pense qu'elle est aussi un peu inspirée de Bébé Cyanure, qui est un autre personnage, un personnage, alors une brune, une belle brune de la part de Monsieur Forest. Donc ensuite Marie Mathématique est devenue plutôt, alors ce n'est pas vraiment une bande dessinée, c'est plutôt une bande dessinée animée, puisque ce serait une sorte de premier dessin animé en noir et blanc dans les années 60. Un mélange assez caustique entre dessin animé BD, puisqu'on voyait même des bulles dans l'animation, avec Monsieur André Ruellan, qui est à la fois un grand dialoguiste, notamment pour Jean-Pierre Mocky, mais aussi un grand poète qui écrivait les dialogues et qui ont été chantés d'ailleurs et mis en musique par Monsieur Serge Gainsbourg. Ce n'est pas des moindres, comme on dit. Et ici, alors ce n'est pas un dessin animé en couleur, mais ici c'est un disque, je crois, de chez Philips. Près 30 minutes, que vous pouvez d'ailleurs écouter sur internet.
des 6 épisodes que vous pouvez voir aussi, je crois, sur le site de Lina, de Marie Mathématique. Vous allez voir, c'est très original. Bon, c'est pas forcément le dessin le plus abouti du monde, mais en tout cas, vous avez un mélange, une sorte d'expérience, mélange de bande dessinée, de chant, de musique avec Serge Gainsbourg, et une histoire d'animation de cette fameuse Marie Mathématique, notamment, qui a rendu amoureux un mur de pierre, hein. Donc toujours aussi très science-fiction, ces histoires. Ensuite, Monsieur Forest est plutôt passé, on va dire, comme scénariste, ici notamment avec Monsieur Gillon, Paul Gillon, ou Gillon, je ne sais pas comment on peut l'appeler, avec une fameuse série de science-fiction aussi, Les Naufragés du Temps. C'est cet homme qui a été, je crois, congelé du XXe siècle, qu'on réveille 100 ans plus tard, dans l'espace. Et finalement, ses ennemis sont ni plus ni moins des animaux qu'on appelle les traces, des extraterrestres qu'on appelle les traces, et ce sont ni plus ni moins des rats volants. Donc voilà, il va lutter, il va essayer de retrouver sa promise, pardon, dans l'espace, pareil, qui a été réveillée après 1000 ans, mais il va devoir se battre finalement avec ces rats volants. Monsieur Forrest continue finalement, plus avec les crayons, mais avec la plume, en tant que finalement plutôt scénariste, avec cette superbe histoire de ici même, ce personnage finalement qui était le propriétaire seulement de murs sur une île, et propriétaire seulement des murs d'une île parmi beaucoup de grandes propriétés bourgeoises. Donc à chaque fois, il réclame un peu son aumône pour le passage entre chaque partie de l'île. Voilà ce personnage de Monsieur Même, ici même au téléphone, un album aussi dessiné par Monsieur Tardy. Voilà pour la carrière de Monsieur Forest. Et voilà, on a vu, ça nous a permis de voir, on va dire, 3 collections, les pattes de mouche, les prouvettes et les perlouettes. Voilà, on se donne rendez-vous pour un 3e épisode pour continuer à vous parler de collections originales, et puis on vous parlera aussi très bientôt de Loup Bapo. Merci beaucoup, à très bientôt.